Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h 21h, 18h 20h GMT. Ils se définissent eux-mêmes comme les garants de la cohésion socio-culturelle. Les chefferies traditionnelles sont le rempart du peuple en cas de doute, lieu de décharge de tous leurs problèmes, entre séculaire, de la réconciliation et de dénouement des fils entremêlés. Les chefs traditionnels apparaissent dès lors comme l'autorité au-dessus de la mêlée. Dans un système multipartisan comme celui en vigueur au Cameroun, force est de constater, pour le déplorer, que nombre de chefs traditionnels ont choisi d'arborer les couleurs du parti au pouvoir. Une situation source de conflit entre les dépositaires du pouvoir traditionnel et leurs sujets, et les sujets qui ne partagent pas leurs convictions politiques. Ces auxiliaires d'administration et l'administration, au regard de nombreux privilèges dont ils sont bénéficiaires, peuvent-ils, le moment venu, tenir un discours non partisan devant leur sujet? C'est la grande interrogation, madame, monsieur. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Chef traditionnel et politique, quelles conséquences? Une interrogation. Pour tenter de répondre à cette interrogation, nous avons invité ici en plateau Raphaël Ndougou. Bonsoir Raphaël Ndougou. Bonsoir Serge Alain Autour. Bonsoir aux panélistes. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Dieu seul sait combien ils sont nombreux. C'est toujours un plaisir que de chausser les godasses du 11 en temps de votre Champions League, de l'émission TV. Et c'est une joie pour moi d'être là. Et comme je suis ici en posture de syndicaliste, avec votre permission, je voudrais dire un bonsoir particulier au syndicat national des employés des ports du Cameroun, en abrégé SNEPS, ainsi que le président qui nous conduit. Et je dois quand même dire aussi bonsoir à mon chef traditionnel de deuxième degré, oui, Jean-Baptiste Onana, qui est le chef supérieur des étudiants. Et il est en course en ce moment parce qu'il va être conseiller régional. Ok, lui aussi. Hein? Bonsoir Pierre-Emmanuel Bignam. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir. Bienvenue, à tous mes copanélistes. Oui. Bonsoir également aux millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision et en particulier d'Equinox Soir, ceux-là qui sont abonnés tous les soirs, comme Raphaël venait de le dire, à la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Nous sommes toujours heureux de venir partager avec nos frères et sœurs camerounais de tous bords l'actualité politique, sociale, économique, culturelle et autres. Voilà. Pierre-Emmanuel Bignam, en face de vous, Cissé Bamanga. Bonsoir Cissé. Oui, bonsoir Serge Alain Autour. Bonsoir à tout le Septentrion. Bonsoir à tous les Camerounais et à tous les téléspectateurs. Vraiment de la meilleure, je dis bien la meilleure. Vous savez, Equinox Soir, je vous dis ça tout le temps, on va dire qu'on a encore fait les atalakou, mais non. Quand vous sortez d'Equinox Soir, monsieur Serge Alain, vous sentez que vous sortez d'une émission. Vraiment, ceux qui veulent peut-être peindre du noir sur notre plateau de Champions League, qui est juste un plateau républicain, qui est une émission qui est là pour édifier, pour encourager et puis pour éclaircir les Camerounais. Vraiment, nous ne pouvons que être fidèles et nous ne pouvons que vous remercier de nous inviter de temps en temps. Et merci une fois pour tout l'effort et tous les insultes que vous recevez, M. Serge Alain Autour. Vraiment, si on vous insulte aujourd'hui, c'est parce que vous existez. Personnellement, vraiment, je vous dis beaucoup de courage. S'il vous plaît, n'abandonnez pas les Camerounais. Ne suivez pas ce qu'on dit de vous. Vraiment, courage, un seul mot, continuez. Bienvenue Fongan, directeur de la publication. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui ont accueilli très favorablement. Je vous avais fait la promesse la semaine dernière qu'on allait monter en puissance cette semaine. Ça a été fait et le retour est plutôt très positif et politique commence à rentrer dans les habitudes. On est très heureux
d'informer, d'éveiller, de responsabiliser, parce qu'on avait pris l'engagement ici, souvenez-vous, de restaurer le prestige de la presse et de sortir des sentiers battus en produisant une information archivable. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une courbe qui est ascendante et c'est la preuve que les citoyens camerounais aiment ce qui est bien fait et ce qui sort des sentiers battus, parce qu'on espère avec ce challenge restaurer le prestige de la presse et produire une information de qualité. Et je voudrais me souvenir avec vous aujourd'hui que le 29 octobre 2019, il y a une grosse catastrophe en Gouache, vous vous rappelez, qui avait fait 43 morts. J'en parle aujourd'hui parce que demain vendredi, le maire de Bafoussam 3e sera installé avec tous les exécutifs communaux. Et souvenez-vous qu'il avait fait la promesse il y a quelque temps que quand il va revenir aux affaires, il va prendre toutes les dispositions pour recaser de manière encore plus sinistrée de Ngouache. Donc demain que le maire sera installé avec l'exécutif communal, on croise les doigts pour que les fruits tiennent la promesse de Flore, et nous allons regarder de très près ce que Ndefonkou Daniel, qui est le maire de Bafoussam 3, qui va être installé demain. C'est un terrain important qu'on sache effectivement c'est qui avait été prévu pour ces sinistrés-là, si ça a été fait ou pas, parce qu'il y avait une réticence. L'exécutif attendait d'être installé, de revenir aux affaires. Donc demain, ils seront là et on va voir ensemble la part congrue qui va être réservée à ces sinistrés qui avaient été l'objet d'une émotion collective et nationale. Voilà, je reste avec vous une fois de plus, Guy Hervé Fongan. Est-ce qu'il y a du mal pour un chef traditionnel à faire de la politique? Oui, parce que le chef est une autorité traditionnelle qui, en réalité, ne devrait pas désacraliser sa mission et sa fonction. Mais malheureusement, il est difficile parce que j'ai envie de me souvenir de cette phrase de Oumyobé qui, en 52, disait que la politique touche à tout et que tout touche à la politique. Donc dire qu'on ne fait pas de la politique, ce serait je vais dire que ce serait comme si on cesse de vivre. À la vérité, les chaufferies sont des micro-États. Donc même dans les chaufferies, on fait déjà de la politique d'une certaine manière. Et une des grandes réussites du renouveau, c'est d'avoir réussi à assujettir par la corruption beaucoup de nos chefs et d'avoir réussi d'intégrer par tutelle administrative les chaufferies traditionnelles en instaurant une sorte de stratégie d'accaparement et de conservation du pouvoir. Et c'est un peu embêtant parce que aujourd'hui, vous imaginez un chef qui est en compétition avec un de ses sujets et qui il arrivait à être battu, ce serait un gros scandale pour la chefferie. Simplement parce que on a réussi dans notre environnement à tout désacraliser. Le chef, il va partir, il va quitter le village. Et même s'il n'est pas... Le simple fait qu'il soit candidat, le simple fait qu'il se positionne pour un parti politique, comme c'est notamment dans le Septentrion, on va en parler, c'est encore plus récurrent là-bas où la plupart des lamidos sont des maires, et c'est très un peu dans le Septentrion. Le simple fait qu'il prenne position pour un parti politique est suffisant, qu'il est contre lui. Déjà une partie de la population qui ne partage pas son idéal politique. Or, le chef, par définition, est censé être le rassembleur, celui qui fédère toutes les populations autour de lui. Donc, le simple fait qu'il ait déjà une position politique officielle et connue, simplement pour ça, il a déjà à dos une partie de la population contre lui et ça peut dénaturer le caractère sacré de la chefferie. Encore qu'on n'empêche pas au chef d'avoir des convictions politiques. Il peut très bien faire son choix une fois qu'il est dans l'une ou alors dans l'isoloir. Mais l'engagement politique qui consiste à instrumentaliser sa position de chef pour mettre de la pression sur les sujets, c'est ça qui est inacceptable et inconfortable. Et qui peut à la fois désacraliser la chefferie, exposer le chef et le mettre dans une position assez fragile qui n'est pas de nature à restaurer tout le prestige qu'on aurait pu reconnaître à la chefferie. Et le gouvernement crée les conditions pour justement vassaliser ce chef à travers le fameux décret de 1977 que vous connaissez, tout ce qui a davantage été l'élément déclencheur qui a contribué à ce que nos chefs soient aujourd'hui des auxiliaires de l'administration qui soient instrumentalisés contre leurs propres sujets très souvent. Voilà, Raphaël Ndougo, vous êtes un homme de la forêt, vous
vous avez souvenance d'un chef dans votre ère socio-culturelle, géographique, qui ne soit pas comme ça, militant entre guillemets du parti au pouvoir? C'est difficile parce que on sait que le plus souvent, d'ailleurs, vous vous souvenez, chacun de nous se souvient de la fameuse vidéo où un chef de terre dit à un chef, si vous vous amusez, je vais vous enlever. Ça veut donc dire que tout de suite la peur qui c'est à Bamangou, ça, on se souvient pour le dire. C'était il y a quelques semaines à Bamangou, mais ça s'est passé également au sud. Oui, aussi, pour l'affaire des Sceaux et autres. Oui. Donc du coup, vous voyez que le chef vit dans cette peur. S'il n'est pas là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est justement toute la question. Est-ce que si on prend position, l'administration va respecter la position du chef, quelle que soit l'appartenance de son parti politique? Maintenant, l'autre sujet, c'est quoi? C'est lorsque le chef aussi est dans un parti politique, est-ce qu'il va imposer à sa population d'y adhérer également? C'est-à-dire que le chef qui est le patron de son village, de sa communauté, doit également laisser libre cours à la population d'adhérer dans n'importe quel parti politique il veut. C'est l'idéal, est-ce que c'est ce qui se passe? C'est justement ce que nous sommes ici pour dire qu'il faut que ça se passe ainsi désormais, parce que nous connaissons trop de problèmes qui existent entre les chefs et ses ouailles. C'est-à-dire que lorsque vous prenez position, vous dites je suis de tel parti, je vous assure que vous avez des problèmes. Si vous avez un petit litige de terrain, il faut bien que vous tenez bon pour pouvoir vous en sortir. Donc, nous pensons que première chose, les chefs doivent faire la politique et que l'administration respecte leur prise de position, si vous voulez, leur parti politique dans lequel ils vont adhérer. Mais aussi le chef, qu'il fasse la politique ou non, doit pouvoir accepter les choix de ses populations. Parce que cet amalgame-là fait qu'à un moment donné, le peuple afro, nous sommes là-bas dans le grand centre, si vous voulez, à un moment donné, vous avez l'impression que les populations n'ont plus aucun respect pour les chefs. C'est-à-dire que le chef peut dire ce qu'il veut et il n'est plus écouté parce que de toutes les façons, il est rentré dans cette guéguerre-là et ça crée la division dans les villages. Les chefs du Grand Nord, les chefs du Grand Ouest sont totalement différents des chefs du Grand Centre, Sud et Est. Parce que là-bas, on se dit, non, c'est pas lui qui me nourrit, il doit m'imposer telle ou telle chose. Donc du coup, ça crée des frustrations. Il faut que dans l'ensemble, là, M. Fonganville l'a dit, il faut déjà voir dans quelle mesure on va réétudier le décret de 1977. Parce que si le décret là, qui organise la chefferie traditionnelle, s'il est révisé, on peut revoir certains articles là à l'intérieur. Parce que l'auxiliaire de l'administration, ça veut dire que sur le plan de l'administration, c'est vrai, le chef de rencontre peut faire des rapports et les transmettre au sous-préfet ou au préfet, d'accord. Mais seulement, ça ne donne pas la possibilité au chef d'être aussi l'auxiliaire par rapport à la politique. Vous voyez par exemple les situations de litige de domanial. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, les chefs de terre sont passés au-dessus. Or, le chef est censé connaître sa circonscription, connaître les limites et autres. Mais quand le sous-préfet descend, parfois, il ne dit même pas au sous-préfet qu'il est en train de descendre. Je me souviens je vais vous donner le nom du village. Il dit pas au chef de village. Il ne dit pas au chef de village que j'arrive. Je vais vous donner l'exemple pour chuter, pour dire que dans un village appelé Melen, jusqu'à côté d'Assis, je vais vous raconter ça. Un chef de terre à Situez-nous quel département, quel arrondissement. Oui. Il est descendu comme cela sur le terrain. Le chef de village a été informé par la population. Lui n'a même pas saisi le chef de village par écrit. De toutes les façons, quand le chef de village s'est précipité à s'y rendre, il est resté dans sa maison, il n'est pas allé en forêt. Mais arrivé là-bas en forêt, les abeilles ont attaqué le sous-préfet. Et quand le sous-préfet revenait pour voir le chef qui a envoyé les abeilles? Ben alors, ce sont les chefs traditionnels en tout cas. Hein. Ils sont quand même beaucoup encore des connaissances. Il ne peut pas avoir une coïncidence comme ça avec les abeilles? Malheureusement, la coïncidence a bien voulu que les abeilles touchaient le chef de terre. Et au retour, le chef de terre vient se plaindre le chef et dit, mes chers amis, vous allez dans mes forêts, vous ne me dites pas, vous attendiez à quoi? Pierre-Emmanuel Biam, sur cet aspect, c'est un homme, c'est un citoyen, est-ce qu'il est exempt? Est-ce que pour lui, il ne devrait pas faire de la politique? Ça a un impact sur... Le chef, qu'il soit de village, premier degré, deuxième, troisième degré, comme tout le monde aime les appeler selon les appellations de l'administration camerounaise, qu'il soit un chef traditionnel ou spirituel, le chef est un citoyen d'abord, comme tout citoyen.
il est garant du point de vue culturel de sa communauté et il agit sous plusieurs casquettes. Il agit avec une casquette, comme je viens de le dire, d'un garant culturel. Il agit avec la casquette d'un guide spirituel aussi. Il agit également avec la casquette d'un administratif, parce qu'il est appelé à gérer sa cité ou sa communauté sur le plan administratif. Voilà pourquoi nous pensons que l'une des choses qui peuvent amener à la réforme de l'acte de naissance, c'est intégrer les chefs dans ce processus-là. Pas uniquement les commis de la commune, de la mairie qui sont les officiers d'état civil. Alors, et à ce titre, le chef peut faire la politique. Le chef peut faire la politique, comme le pasteur peut faire la politique. Comme le prêtre, on a connu des prêtres qui ont été chefs d'État. Le prêtre Aristide a été président. Jean-Bertrand Aristide a été président en Haïti. On connaît des chefs dans les États comme le Swaziland qui ont été des présidents, des chefs d'État. Donc, le chef peut faire la politique, comme tout le monde peut faire la politique. Sauf que, je prends le cas de chez nous, les Bassards. La population chez nous ne supporte pas les chefs. Sur le plan, je vais dire, sur le plan matériel. C'est-à-dire que nos chefferies sont de plus en plus délaissées. Et ça fragilise les chefs. Remarquez bien que à l'ouest et dans le septentrion, les chefs sont des gens qui matériellement sont bien assis. Vous ne pouvez pas menacer un lamido, quel que soit son bord politique, qu'il soit de l'UNDP, qu'il soit du SDF, qu'il soit du MRC, qu'il soit de l'UPC, qu'il soit du RDPC, vous ne pouvez pas l'influencer. Parce que c'est quelqu'un qui est bien assis. Il est bien assis parce que ces populations l'encadrent. Chez nous, on continue à voir les gens qui se présentent à la chefferie, les mains vides, et ils viennent faire le Congo ça. Vous imaginez? Donc, il faut que les populations renforcent le pouvoir de la chefferie. C'est la pauvreté, la misère, qui rend les chefs de plus en plus vulnérables auprès de l'autorité administrative et de la soi-disant élite. La soi-disant élite. Alors, si les chefs sont nantis, si les chefs sont bien encadrés par la population, soutenus financièrement et matériellement, ils seront à l'abri du besoin et ils vont de moins en moins céder au chantage, aux menaces de l'autorité administrative. Maintenant, de l'autre côté, je suis d'accord avec Raphaël, l'autorité administrative outrepasse ses missions pour devenir des rouleaux compresseurs qui briment, qui piétinent l'autorité traditionnelle des chefs et qui les met de plus en plus en conflit avec les populations. Le chef peut faire la politique, évidemment, comme je l'ai préalablement dit, tout comme le pasteur et le prêtre peuvent faire la politique. Le chef peut avoir une position de neutralité aussi, selon ses choix. Le chef peut échouer, il peut même être candidat à une élection et échouer, sans toutefois que le village ne soit divisé. Parce que de toutes les façons, même s'il ne fait pas la politique, il ne pourra jamais faire l'unanimité de tout le monde. Chez nous, dans la désignation des chefs, il y a toujours des gens qui contestent. Donc que vous soyez du RDPC, que vous soyez du MRC, que vous soyez du SDF, que vous soyez de n'importe quel bord, si le chef, quel que soit le bord du chef, ou qu'il décide de ne pas faire la politique, il aura toujours les opposants dans sa communauté qui vont vouloir qu'il ne soit pas au trône. Donc, ça fait que ce qu'il faut dire ici, c'est que le pouvoir, le régime actuel, et même le régime avant du temps de Ahidjo, et même avant le régime de Ahidjo, si on revient dans les années 1914 et tout ça, avec 1884, les Allemands qui ont signé des traités avec des chefs et qui n'ont pas respecté ces traités-là, comme le traité germano-allemand, ils ne les ont pas respectés. Ils ont commencé à exproprier les populations de leur terre petit à petit, à absorber le pouvoir et l'autorité des chefs, les étouffer. C'est ça qui a créé les premiers résistants
avec les Douala Mangabel, les chefs Madola, les gens comme Martin Paul Samba et autres. Alors, c'était des chefs qui, à un moment donné, ont compris que l'administration allemande est en train d'aller au-delà de leurs fonctions. Mais ceux-là avaient du caractère. Alors, ils ont lancé les premiers mouvements de résistance qui ont été suivis avec les mouvements de résistance de la période avant indépendance, avec de nombreux chefs dans le pays Bassa, le pays Bamleke et le pays Boulou, qui ont été froidement assassinés par l'administration d'Aïdjo sous l'égide des Français. Alors, ça fait que beaucoup de chefferies ont été, je peux dire, désertes. On connaît certains chefferies à l'ouest, comme à Bangou, où celui qui devait être, après avoir assassiné son papa, le jeune homme lui-même s'est enfui. C'était un UP6, il s'est enfui en Guinée-Conakry. Il est resté là-bas jusqu'à aujourd'hui. Ça fait que la chefferie est dans des problèmes, puisque celui qui est resté assurer l'intérim, c'est lui qui se dit chef aujourd'hui et ne veut plus lâcher prise. Donc ça fait que le mouvement nationaliste, avec la guerre de l'avant-indépendance, a fragilisé davantage le pouvoir de la chefferie traditionnelle et ils sont devenus frileux. Alors, Aïdjo revient maintenant, il continue à mettre la pression sur les chefs et il sort le décret de 77 que tout le monde connaît, qui est venu être renforcé encore avec la politique du renouveau, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les chefs sont devenus tellement fragiles qu'ils sont considérés comme les laquais de l'autorité administrative, des sous-préfets, des préfets et autres. Donc, il faut que chacun fasse la part des choses, que l'autorité administrative lève la main sur la gestion des chefs de leur communauté et ne soit qu'un partenaire du point de vue administratif et un partenaire technique qui peut mieux conseiller les chefs, qui peut les intégrer même dans le processus, comme je venais de le dire, de l'acte de naissance et d'un certain nombre de choses. Parce que les chefs sont tellement respectés au point où ils ont la capacité de faire la traçabilité de toutes les naissances de leur communauté, qu'elles soient des naissances qui sont faites au village ou en ville ou dans la diaspora. Et que du côté de la population comprenne aussi, devienne mature pour comprendre que le chef peut faire la politique, le chef peut être un adversaire politique, mais que cela n'ouvre pas le Pandore pour qu'on lui manque de respect, pour que les affrontements se créent au village. Il faut respecter aussi la vie des chefs et que la population renforce également le côté matériel des chefs, les assiste pour qu'ils ne soient pas objets de toutes sortes de tentations. Cissé Bamanga, dans la partie septentrionale du Cameroun, il y a plein d'autorités traditionnelles qui occupent même des hautes fonctions. Dans le vice-président du Sénat, il y a le ministère il y a le Lamido de Garoua aussi, voilà. Le militantisme ne se cache pas, mais ça n'empêche que dans on va leur dire, dans leur territoire, il y a de temps en temps des remous. C'est du fait de leur appartenance politique? Écoutez, M. Serge Alain Autou, je vous dirais d'abord que je suis d'accord avec 80% de ce qui a déjà été dit sur ce plateau. Vous savez, aujourd'hui, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Vous voyez même qu'aujourd'hui, même le football, le cas de la CAF, est dirigé par les hommes politiques. Et tout à l'heure, les frères disaient ici que la politique, ils sont obligés de le faire, ils vont le faire de toute façon. Mais moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que le cas du Septentrion est un peu, pour généraliser le cas de certains endroits du Cameroun, certains coins du Cameroun, les chefs, normalement, s'ils doivent faire la politique, ils doivent le faire pour leur population. Ils doivent le faire pour améliorer les choses. Ils doivent le faire pour rendre presque tout le monde. Parce que comme l'a dit tout à l'heure Binam, on ne peut pas faire l'unanimité. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On reproche aux chefs d'être politique, oui. On reproche aujourd'hui, par exemple, le cas du Septentrion. Vous avez des personnes qui sont sur des hautes fonctions dans ce pays, mais vous voyez vous-même, on en parlait en off avec vous, qui connaissez très bien le Nord. J'étais en train de vous dire qu'il y a des endroits que si vous arrivez aujourd'hui, vous allez pleurer. Ce n'est pas le président de la République
c'est pas X ou Y qui va venir faire cela. C'est nos élites, ce sont les chefs traditionnels et presque tout le monde. C'est de ça que moi je peux les reprocher. Maintenant, aujourd'hui, pour rester dans le cadre, vous savez très bien que les régionales ne sont pas très loin. J'encourage ces chefs. Je sais qu'ils ont des difficultés entre eux-mêmes de s'entendre parce que l'une des choses que le renouveau a réussi à faire, c'est de tailler même ce côté-là sur mesure qui va leur profiter au lieu de profiter à leur population. Maintenant, quand ces chefs-là vont réussir à passer dans les listes, vraiment, ces chefs, je m'adresse à vous, dans les 10 régions du Cameroun, travaillez au moins pour une fois pour vos populations. Parce que quand vous regardez la note aujourd'hui des chefs de l'Ouest, M. Serge Alain Autou, ils sont frustrés. Ce que ces gens-là demandent, c'est que ces élites de ce côté-là demandent, c'est des choses basiques qui sont connues. Vous n'avez même pas besoin d'être un politicien ou bien de faire la politique pour avoir cela. Aujourd'hui, dans presque toutes les 10 régions, nous manquons d'eau, nous manquons de lumière. Aujourd'hui, dans le Septentrion, les gens n'arrivent même plus à regarder la belle émission Equinoxe Soir parce qu'il n'y a pas de lumière. Vous avez vu sur les réseaux sociaux comment les personnes sont montées, ils ont écrit des notes. Mais qu'est-ce que les chefs font? Aujourd'hui, vous avez certains chefs traditionnels qui n'habitent même pas dans leur localité, M. Serge Alain Autou. Qui fait de vous dites qu'il n'y a pas de lumière à l'Est, non? Non, il n'y a pas de lumière. Tu sais que ce n'est pas un mensonge? Ce n'est pas un mensonge, malheureusement, les pétitions sont là. Vous avez vu un programme que Eneo a balancé, c'est dans les réseaux sociaux, où on vous dit qu'aujourd'hui, la Damawa, telle région, tel coin, vous aurez la lumière pour 2 heures, pour 3 heures. C'est déplorable au XXIe siècle pour un pays comme le Cameroun. Et je pense que ça peut arriver dans tous les pays du monde, il y a des difficultés. Dans tous les pays du monde, il y a des imperfections. Mais je pense que si l'élite, si le chef traditionnel, si les leaders d'opinion s'accentuaient, montraient du doigt le problème de toute la communauté, le problème de tout le monde, nous devons résoudre cela. Parce qu'aujourd'hui, M. Serge Alain Autou, vous voyez, le renouveau a réussi à diviser même les chefs entre eux. Vous verrez dans certains villages pleins où, comme on nous a dit, il y a eu un coup d'État traditionnel, j'appelle ça comme ça, où celui-ci, c'est très connu qu'il est la descendante de la chefferie, mais on l'a balancé, on l'a mis à côté, on a ramené ceci. C'est presque comme ça partout. Vous voyez? Bon, maintenant, c'est déplorable. Moi, personnellement, je dis, je n'ai aucun problème qu'un chef fasse de la politique, mais qu'il fasse de la politique pour améliorer la situation de ces populations, pour améliorer, pour apporter un plus pour le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, si on vous dit, par exemple, que du côté de Batoufam, par exemple, c'est très bien fait, il y a un chef là-bas, X ou Y, qui travaille très bien, c'est une fierté d'abord pour le Cameroun, avant d'être même pour la région de l'Ouest et ainsi de suite pour la région ou bien pour le côté de Batoufam. Donc moi, personnellement, si on devait demander mon avis, M. Serge Alain, je dirais qu'il devait avoir une note pour interdire vraiment la politique aux chefs traditionnels. Ça, c'est mon humble avis. Mais aujourd'hui, pourquoi faire la politique? Si la politique qu'on fait aujourd'hui, M. Serge Alain... Eh bien, on a reconnu que ce sont des citoyens aussi. Ce sont des citoyens, mais ce sont des citoyens pas du tout ordinaires, à mon avis. Ce sont des citoyens qui ont une certaine grandeur que le citoyen lambda n'a pas. Aujourd'hui, dans le cas du Septentrion, il l'a dit, vous avez par exemple dans le rail, vous ne pouvez pas... Je vous dis que quand le papa vivait même, c'était entre guillemets un monstre. Quand je dis un monstre, ce n'est pas le côté négatif, c'était quelqu'un que... Vous avez des chefs aujourd'hui chez nous, dans le Septentrion et presque dans toutes les 10 régions du Cameroun, des chefs que vous ne regardez pas comme ça, vous dormez tranquille. Je dis, vous regardez un chef comme ça, le palou vous attrape. Pourquoi? Parce que vous savez, être un chef... Chez vous, c'est le palu, chez lui, c'était les abeilles. Non, quand je dis le palu, c'est vous donner une autre forme. Vous savez, M. Serge, être chef, c'est quelque chose... Parce qu'aujourd'hui, avec le régime en place, on a banalisé cela. Mais être chef, vraiment, vous savez ce qui se passe à l'Ouest quand on veut mettre un chef. Deux fois, la terre bouge même. Hein. Prenez-moi cette expression-là. Vraiment, un chef, ce n'est pas quelqu'un de rien du tout. Mais maintenant, les chefs sont divisés. Les chefs ils ne sont pas respectés.
Dans le cas de Maroua, lors de la dernière présidentielle, tout à l'heure, M. Binam le disait, il y a un chef qui était dans une liste du RDPC qui ne voulait pas. Il est parti et puis on l'a notifié de sortie de la chefferie. Et comme Dieu fait les choses, il est allé... Quelle élection, vous dites? La dernière législative. Oui. Il y a un chef du côté de Maroua, je ne vais pas appeler le nom, il a décidé de ne pas être dans la liste du RDPC. Il est parti à côté d'un parti allié et finalement la liste n'est pas passée et lui il est passé, il a commencé à faire des grimaces à son chef. Mais non, il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on comprenne aujourd'hui. Quand je dis on comprenne, je parle même de nous, les leaders d'opinion. Nous tous, nous travaillons pour la beauté du Cameroun. Quand c'est bien, c'est nous tous, monsieur Serge Alantou. Nous irons nulle part, nous n'allons pas aller. Moi, personnellement, je n'ai pas un autre pays en dehors du Cameroun. Aujourd'hui, c'est déplorable qu'on arrive, qu'aujourd'hui, les populations sont mécontentes. Je vais vous raconter une petite anecdote dont je parlais avec une élite du Septentrion rapidement pour chuter. Nous sommes en train d'arriver aujourd'hui, M. Serge-Alain, qu'on va arriver à un niveau où les élites vont se cacher pour arriver dans leur localité. Et oui, et qui va leur... Parce que ils ne font rien, M. Serge-Alain. Quand il n'y a pas l'eau, quand il n'y a pas la lumière, quand il n'y a pas le logement, quand il n'y a pas le petit minimum pour vivre. C'est les élites qui font tout ça. Ce sont les élites aujourd'hui qui tiennent tout ça, M. Serge-Alain, autour malheureusement. Voilà pourquoi, pas une fois, pas deux fois, je n'arrête pas de dire que le chef de l'État... Mais l'État, c'est l'élite aujourd'hui. L'État, c'est tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez une responsabilité, vous êtes déjà l'État. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que c'est taillé sur mesure. Et c'est déplorable. Ça n'avantage pas le Cameroun. Guy Fonga, d'entrée de jeu, vous avez parlé de ce... Vous avez imaginé un scénario où un chef est en compétition avec un de ses sujets. Mais très souvent, je crois qu'on avait évité ça. On a beaucoup de chefs à l'Ouest qui sont au Sénat, mais qui ont été nommés. C'était pour éviter la confrontation avec les sujets. Ça aurait donné quoi qu'un chef aille à une élection avec un de ces sujets? Alors, sauf que du point de vue de l'imagerie collective, ça ne règle pas le problème que le chef pourrait avoir avec ces sujets. Je voudrais qu'on ressente très bien la problématique qui est assez précise. Chefferie traditionnelle et politique. Quelles conséquences? Je pense qu'il faut qu'on reproblématise encore ce sujet pour bien expliquer aux gens qui nous regardent. Première chose, on ne peut pas justifier l'engagement en politique d'un chef par la pauvreté. Vraiment, c'est totalement surréaliste. C'est un peu embêtant d'écouter qu'un chef s'engage parce qu'il est pauvre. Je voulais dire que un chef qui ne fait pas l'unanimité, ça veut dire qu'il faut questionner les mécanismes d'accession au règne. Le chef, par définition, est censé faire l'unanimité. Et là, c'est un impératif catégorique. Un chef qui fait l'unanimité, il y a un problème. Ça veut dire qu'il faut questionner de manière très sérieuse les mécanismes d'accès à la chefferie. Tout simplement. Parce que partout, les chefs sont... il y a les chefs, ce que les Occidentaux appellent le sang bleu, qu'il a accédé de manière correcte au trône, il n'y a pas de raison qu'il y ait de contestation et de grincement dedans. Ça tombe complètement sous le sens. Parce que le chef est vraiment, il est le garant de la tradition. C'est-à-dire que d'une sorte de passé immémoriel dont il est le principal garant. Et il faut dire que pour moi, c'est quelqu'un qui est, au-delà d'être une autorité traditionnelle, il doit être vraiment quelqu'un qui est exempt de tout reproche et irréprochable. C'est ça, c'est l'image qu'on a du chef. Et le moment où le chef s'engage en politique, ça veut dire que d'office, il faut qu'il soit disposé à aller en compétition avec ses sujets. C'est ça que ça veut dire. Du moment où il s'engage, ça veut dire qu'il faut qu'il soit disposé lui-même à ce que demain, un jour ou l'autre, il sera en compétition avec ses propres sujets. Ce qui en soi est un problème qui vient rompre le contrat social que le chef pourrait avoir avec les populations. Il est censé fédérer les gens et non le contraire. Sinon, il arrête d'être... Il faut que ce soit clairement dit. Sinon, on a dans ce que je pourrais appeler une sorte de péril sur le rôle naturel de la chefferie. Ce qui n'est pas... Il y a des valeurs avec lesquelles il ne faut pas jouer, il ne faut pas rigoler. Donc, l'engagement du chef, qu'il soit élu ou nommé, c'est à mon sens de
c'est de nature à ce que le chef perde l'autorité sur une partie de ces sujets. Qu'il soit élu ou nommé, d'office, il perdra l'autorité, c'est une partie de ces sujets, parce que son engagement forcément ne plaira pas aux gens. Aujourd'hui, je pense que c'est un sujet, ça c'est les conséquences directes que ça pourrait avoir. Parce que au moment où il s'engage, il est disposé à aller en compétition, je l'ai dit, avec un de ces sujets, ce qui n'est pas normal. Je pense qu'un des vrais problèmes sur lesquels il faut que les politologues se penchent, c'est comment c'est le mécanisme juridique qu'on peut activer pour rendre les chefs moins dépendants de l'administration. Parce que le décret de 77, je pense qu'il faut le toiletter et le dépoussiérer un peu pour que les chefs cessent d'être des auxiliaires de l'administration de manière aussi mécanique et sauvage, mais qu'ils puissent, parce que depuis Aïdjo, avec le fameux décret, les chefs étaient comme histoire de, parce que l'administration centrale à l'époque ne pouvait pas accéder dans l'arrière-pays. Donc les chefs étaient comme avec pour rôle une sorte de prolongement de l'administration pour construire l'État-nation. C'est le rôle qu'il avait été assigné en 77. Aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, et la société dans laquelle on vit évolue en se complexifiant, et les besoins de celle-ci suivent exactement les mêmes tendances. Donc il est urgent que on repense ce décret-là et qu'on restaure la sacralité de nos chaufferies qui, au fil des années, tendent à disparaître, parce que c'est vraiment c'est une des rares choses qui peuvent rester quand on a tout perdu, pour parler trivialement. Okay. Donc il faut prendre ça très au sérieux. Okay. Et c'est pas de nature à fédérer les populations autour d'un chef, parce qu'un chef qui divise n'est plus un chef. Voilà, justement, Pierre-Emmanuel Bignam, le chef, lorsqu'il s'engage, il doit s'attendre à la compétition, il ne fédère plus, parce qu'il a forcément une partie, l'opposition qui va naître, et ça devient compliqué pour lui, hein, dans sa gestion quotidienne de son territoire de commandement. Je voudrais d'abord apporter une lumière sur ce que Guy vient de dire à l'attention de nos téléspectateurs. Il n'a pas été dit ici par mes soins que le chef s'engage en politique parce qu'il est pauvre, mais j'ai dit que la pauvreté d'un chef et de sa chefferie le rend vulnérable par rapport à la manipulation de l'autorité administrative et de soi-disant élite du village. La pauvreté n'est pas que financière. Voilà, cette pauvreté n'est pas que financière. Donc, maintenant, le chef n'est pas Dieu. Ça, il faut qu'on comprenne certaines choses. Je ne sais pas, peut-être dans certains chefferies, les chefs sont Dieu. Mais chez nous, les Bassards, les chefs ne sont pas Dieu. Non, ils sont Dieu nulle part. Partant de ce postulat que les chefs ne sont pas Dieu, ça veut dire que ce sont des mortels. Mais sauf que ces mortels-là sont garants des traditions. Oui. Et ces traditions qui sont dépositaires. Et ces traditions qui sont l'essence même de notre existence et de nos communautés. Alors, à partir de ce moment, on peut comprendre que le chef peut participer à des débats comme celui-ci. On peut comprendre que, par exemple, dans la société Bassa, chez nous, il y avait ce qu'on appelait, au temps du Mbok, l'arbre à palabre. C'est sous l'arbre à palabre que chacun avait la parole, que ce soit les femmes, les enfants ou les hommes. Chacun avait la parole devant le chef, et il y en a qui challengeaient même le chef. Et puis sans te couper, à Fumban, il y a ce type de scénario pendant longtemps. Le chef est assis. Partant, si on comprend cela, si on comprend que le chef n'est pas Dieu et qu'il est un mortel, un citoyen comme tout le monde, ça veut dire qu'il a le droit de voter. Et s'il a le droit de voter, il a aussi le droit d'être candidat, de ne pas toujours voter pour les gens. Sauf que il doit comprendre qu'il est au service de son peuple, comme Cissé Bamanga disait tout à l'heure. C'est un serviteur, c'est un esclave de sa communauté. Qu'il soit élu ou qu'il ne soit pas élu, il doit demeurer au service de sa communauté. Donc voilà. Ok. On va revenir après le journal parce qu'il est là. Cédric, bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités ce soir. Nous parlerons
des orientations économiques et budgétaires du projet de loi de finances 2021 qui est déjà sur la table des parlementaires. Le gouvernement envisage en 2021 de créer 500 000 emplois et de mettre en œuvre des lycées des métiers numériques et des projets pour permettre à la jeunesse de la diaspora camerounaise de rentrer investir au Cameroun. Ces projets sont-ils réalistes? Qu'en pensent les jeunes au regard de ces prévisions de création de 500 000 emplois? Quels sont les axes majeurs de ce budget qui doit être examiné par les députés et les sénateurs? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous ferons également le point sur l'état des infrastructures routières dans les bassins agricoles. Malgré le cri de détresse des populations, rien n'a véritablement changé. Les travaux qui avaient démarré en début d'année 2020 se sont interrompus sans véritable explication. Nous ferons le point dans quelques instants. Sajalan. Voilà, madame, monsieur, c'est dans la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le journal de Cédric pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Dans quelques minutes, le 20h de Cédric, nous faisons. SC Immobut, le service immobilier de Apeliris, agence de conseil, vente.